Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, bonjour Benoît. Bonjour Julie, bonjour chers auditeurs, auditrices, merci d'être au rendez-vous, puis merci à l'équipe du groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Oui, très important parce qu'on le rappelle rapidement, eux s'occupent de faire la recherche et d'alimenter l'animateur avec de la documentation 3D, tandis que moi je m'occupe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on voit? Super, excellent. Donc, on a terminé une première tranche de 100 émissions. Qui sait Ouais, où ça va nous mener? oui, excellent. Ben, en tout cas, on est prêt. On a placé pour le restant de l'année des invités, mais il va sûrement avoir des petits changements parce que là, dans l'actualité, ça bouge. Exemple, cette semaine, on a appris que l'acteur Val Kilmer est décédé. Bon, on l'avait pas planifié dans notre horaire de cette année, mais on va peut-être bouger un petit peu puis y faire une place. Parce que, bon, et c'est ça, on essaye de suivre l'évolution, si on peut dire, en même temps de ce qui se passe. Alors, c'est intéressant. Tout à fait. Mais en général, il y a un certain délai de certains mois avant il y ait un contact plus facile avec les gens décédés. Oui, c'est certainement oui, tout dépendant le niveau de progression, mais ça dépend. Je te donne un exemple. V'là 20 ans, j'étais allée voir quelqu'un à l'hôpital et puis j'ai vu l'âme d'une personne que je connaissais qui était venue me voir pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai trouvé ça bizarre et c'est 2 jours plus tard, j'ai compris qu'elle était décédée. Donc, elle était venue me voir tout de suite après son décès. Mais ça dépend des âmes, c'est ça qui se passe. Techniquement, il y a juste une place où on peut aller quand on meurt, puis c'est dans la lumière. Que tu sois le pire des ou le meilleur des, tout le monde s'en va dans la lumière. Maintenant, il y en a qui refusent d'aller dans la lumière. Ben, il y en a qui refusent pour des bonnes raisons, puis il y en a qui refusent par inconscience parce qu'ils sont attirés vers d'autres expériences énergétiques peut-être plus denses. Puis là, ben, ça crée des détours, mais techniquement, effectivement, il y a un délai, surtout si la personne n'est pas près de toi, tu ne la connais pas et tout. Mais en tout temps, on a toujours accès à n'importe qui par les voies du cœur, évidemment. Mais il y en a des fois qui ont une période où ils sont pas disponibles du tout. C'est la majorité des cas quand il y a un décès. Mais en règle générale, si on peut dire oui, mais il y a des petites exceptions, tout dépendant de. OK. Puis ça serait quoi un exemple de quelqu'un qui veut pas aller dans la lumière, mais pour des bonnes raisons? Ah, Patrick Swayze, Ghost, tu vois, il sent qu'il y a quelque chose d'inachevé, il y a quelque chose qu'il comprend pas, il veut régler ça, c'est injuste, il reste le temps d'avancer, tu comprends? Ça, c'est une bonne raison. OK. Il arrive finalement à résoudre son chose, quand c'est complété, il part. Ça peut. Mais il y a des âmes qui sont perdues et qui sont errantes et là, ça, c'est pas une bonne raison, là, mais il reste là pareil, tu sais. Jusqu'à temps que quelqu'un décide de passer dans la lumière, ça arrive souvent. Tu sais, je vais à l'épicerie, je pars des vortex justement pour libérer qu'est-ce qu'il peut y avoir qui pourrait être mieux ailleurs, tu sais. À toute fois que je passe devant un cimetière, même chose, plusieurs vortex, tu sais, fait que on prend l'habitude d'aider où est-ce qu'on est finalement à partir de nos facultés. Tu sais, comme à toute fois que je vois un animal sur le bord de la route qui a été écrasé, ben oui, je lui donne tout le temps une petite spirale mauve, là. Il y en a des fois c'est frais, fait que l'âme monte en spirale mauve. Puis sinon, ben ça aide l'égrégore. Ça aide tout le temps quelque chose à quelque part quand tu y mets une intention bienveillante et lumineuse. Est-ce que tu avais des retours à faire? J'en ai trois, cher ami. Commençons par Tina Turner. Ça a été très spécial parce que ça a duré 5 minutes. Un bel échange. En fait, elle a réussi à trouver une solution qu'elle a partagée avec moi finalement. C'est un support mental en broche qu'elle a déposé dans son plexus et qui fait en sorte que son corps mental reste droit.
Alors, j'ai été très impressionnée de cette découverte-là qu'elle m'a partagée quand j'ai vu l'effet que ça a fait chez elle. Donc, c'est une énergie qui protège de la négativité. C'est carrément ça. Puis, en même temps, c'est comme si les distorsions qui provenaient du père, en particulier le sien, de cette vie-ci, ça éliminait les distorsions. Alors, j'ai trouvé que c'était un petit gadget qu'elle a réussi à avancer, créer, peu importe. Et là, j'ai assisté à son intégration. Donc, c'est une petite broche sculptée qu'elle a déposée au niveau du plexus. Et puis, ça a fait un effet extraordinaire. Alors, je vous en parle, le support mental de Tina Turner. Si vous sentez qu'il y a une résonance avec vous, utilisez-le, c'est extraordinaire. Alors, protège la négativité, ça enlève les distorsions en lien avec le père, ça reste droit, le corps mental est bien supporté, c'est déposé au plexus. Donc, un petit 5 minutes très, très bienfaiteur. Alors, merci beaucoup, Tina, pour cette avancée. Donc, elle va bien. Sérieusement, j'ai vu une belle Tina déterminée à continuer à son progrès, à son mieux-être, à son évolution. C'est stimulant. Deuxième retour, Clint Eastwood. Bon, ben, la semaine passée, j'étais très curieuse parce que Lynn nous avait appris qu'il faisait de la méditation transcendantale depuis les années 1970. Et moi, j'étais très surprise parce que je trouvais qu'il y avait une lumière faible. Et je comprenais pas pourquoi que quelqu'un qui entretient sa lumière arrive avec un résultat faible. Alors, je vous avais promis que j'allais investiguer. C'est ce que j'ai fait. J'ai été voir, je ne comprenais pas, mais j'ai été très surprise, par exemple. Bon, commençons, premier point. Je n'ai jamais parlé depuis 100 émissions là, de type d'entité, de race ou de clan ou quoi que ce soit. J'ai toujours gardé ça quand même assez général. Mais dans son cas, j'ai pas le choix. Il va falloir que je précise un peu. Mais je vais respecter mon principe. Je ne vais pas nommer le groupe d'entités pour lequel il contribue. OK? Tout simplement pour éviter la panique, parce que les gens ont beaucoup de jugements et de stéréotypes sur des groupes d'individus d'âmes en particulier. Alors, je ne vais pas étiqueter, mais ce que j'ai compris, c'est que lui, il fait partie des gentils, donc c'est pas tous des entités. Bon, son groupe d'entités, OK, c'est des entités qui sont attirées par le pouvoir. Alors, tous ceux qui ont des excès de pouvoir ou des possibilités de pouvoir dans leur carrière ou dans leur vie, habituellement, ce sont des entités qui vont chercher ce type de destin-là ou de personnalité. Bon. Fait que lui, c'est pas une entité négative, il est pas sous influence. Ah, c'est dur quand je veux pas le dire comment ça devient compliqué. Donc, il est de ce type d'entité-là, OK? Mais il fait partie des gentils à quelque part. Sauf que il y a un réseau en arrière de cette race d'entités-là qui nourrit. Mais eux, ces entités qui travaillent dans ces énergies à construire un paquet d'affaires, sont de grade moyen. Alors, toute l'énergie qui essaie de puiser, de ramasser, s'en va finalement à ces guides-là qui profitent de cette lumière-là pour opérer des constructions énergétiques dans ces énergies qui ont un effet sur Terre. Alors, j'ai été très surprise. J'ai été très surprise de voir à quel point que ça le chronophageait et que finalement, tout ce qui construit ou qui crée va dans la direction de ces guides en arrière-plan de grade moyen, moyen gentil. Donc, j'ai trouvé ça particulier de voir qu'il y en avait plusieurs. Alors, c'était le retour que je voulais faire là-dessus. Donc, oui, c'est ça. Ça peut arriver qu'à un moment donné, on ait beaucoup de guides, mais qui sont d'origine plus ou moins bienveillante et qui vibrent plus ou moins le bien de l'unité et qui peuvent faire du dommage et aspirer l'énergie, le positivisme, la lumière et l'amour, etc.
ce qui fait en sorte que l'âme qui se réalise en a moins pour elle, vu qu'il y a une charge de guide non conscientisée, probablement dans son cas, mais qui nourrit depuis des années, des années, des années, et ces guides-là vont un peu à contresens et utilisent le pouvoir de Clint Eastwood pour arriver à leur fin. Alors, on va sûrement reparler de ces guides-là que je nommerai pas quand on va arriver, exemple, à la reine Élisabeth, etc. Donc, on a fait des premiers ministres aussi, j'en ai comme pas trop parlé. Fait que, comme je vous dis, c'est un sujet tabou, c'est délicat, mais en tout cas, là, c'est la première fois en 100 émissions que j'ai pas le choix d'affirmer qu'il y en a. Tu comprends? Ben moi, j'en profiterai peut-être pour ajouter certaines choses pour Clint Eastwood, si tu Oui, me permets. Oui, certainement. dans le fond, ben, comme c'est mon habitude, j'aime ça faire les liens avec les célébrités qu'on a vues précédemment, avec qui il a joué. Fait que dans le fond, une des premières avec qui il a joué en début de carrière, c'était Shirley MacLaine dans un de ses westerns. Ah oui, ben c'est de la même génération, hein? Ouais, exactement. Puis plus tard, il a joué aussi avec Liam Neeson et Jim Carrey dans Deadpool, aussi avec Jim Carrey dans Pin Cadillac. Il a joué avec Charlie Sheen dans The Rookie, Morgan Freeman à quelques reprises dans Unforgiven, Million Dollar Baby. Puis il avait aussi été réalisateur pour le film Invictus dans lequel Morgan Freeman avait joué. Il a joué avec Kevin Costner dans A Perfect World, Meryl Streep dans The Bridges of Madison County, Bradley Cooper dans American Sniper et The Mule aussi. Wow! Fait que les vedettes que Benoît vient d'énumérer, là, qui ont joué avec Clint Eastwood, proviennent des lectures d'âme qu'on a faites dans des émissions antérieures. Alors, c'est ça les liens que tu t'amuses à faire. C'est le fun, et quand même, il y en a plusieurs. Mais il y a une belle complicité avec Morgan Freeman, hein. Il y a une belle lumière blanche entre les deux, là. La lumière de Morgan est plus forte, par exemple, mais il amène Clint à rire. Fait que déjà là, c'est un beau défi que peu de personnes arrivent à faire, de faire rire Clint Eastwood, mais Morgan y arrive. Oui, puisqu'il a été réalisateur du film Invictus qui porte sur la vie de Nelson Mandela, qui a été incarné, ouais, incarné par Morgan Freeman. Est-ce que Clint Eastwood lui-même était, en fait, est-ce qu'il a rencontré euh, Nelson Mandela ou sinon, comment voyait-il Nelson Mandela ou ses efforts pour la libération de l'Afrique du Sud? La réponse que j'ai eue est très simple. Le courant lumineux passe par Morgan Freeman et Nelson Mandela. Fait que l'apport, la contribution a été là. Maintenant, est-ce que s'ils se sont rencontrés ou quoi que ce soit, je vais t'avouer que les guides de type moyen de Clintis ont probablement contaminé la possibilité de pouvoir y arriver à Manson Mandela. OK? Parce que quand je regardais en énergie, la connexion est vraiment entre Morgan et Nelson. Puis même si Clintis il essaie de se draper pour s'agglomérer à tout ça, il y a des voiles blancs qui l'empêchent probablement de pouvoir comme mieux se rapprocher, si je peux me permettre de le dire ainsi. En d'autres mots, il a peut-être réalisé le film, mais il y avait des courants blancs qui le séparaient de l'échange entre l'âme de Nelson et de Freeman, Morgan. Il y a eu une non-proximité qui a été comme protégée par des voiles blancs qui ont empêché justement que le courant se mêle. OK, Hilary Shank. Ça a été cute. Après l'émission, on a eu un échange. Son coup de pied, il est droit, il est direct et il est très, très jaune. Et mon coup de pied à moi, il était très mou, puis il était un peu rose. Fait que j'ai été impressionnée de voir la différence de mon coup de pied et de son coup de pied. Fait que j'ai eu un échange de codage justement pour rentrer dans le coup de pied jaune très solide, très puissant, très canalisé, parfait finalement.
Alors, j'ai raffiné ma méthode de coup de pied grâce à elle. Puis, il y a eu un autre échange aussi entre Hilary Swank puis Jennifer Garner. J'ai vu qu'il y avait toutes les deux comme un courant de sœurs d'âme. Alors ça a été aussi un héritage et quelque chose de très beau à laquelle j'ai assisté parce que justement, il y a un courant universel qui s'embrique bien entre les deux. Les deux ont beaucoup de courage. C'est pas pareil parce que Jennifer Garner est un petit peu plus dans une couleur à côté d'Hilary Swank un petit peu plus rose. Donc, il y a eu comme une belle complicité. Si quelqu'un serait allumé un petit peu à Hollywood, pourrait les mettre ensemble, un film où les deux sont sœurs très, très, très puissamment, ça va avoir un effet incroyable. Et non seulement ça, mais ils ont un lien très courant avec une énergie autochtone. Alors, c'est comme si Hilary Swank, elle avait des racines autochtones dans sa lignée, dans sa descendance, OK? Puis, en arrière de tout ça, dans la relation fraternelle d'âme-sœur entre Hilary et Jennifer Garner, il y avait justement quelque chose qui s'était comme dégagé de cette incarnation-là où, bon, ils ont été frères et sœurs dans une communauté autochtone. Alors, j'ai trouvé ça le fun de voir à quel point qu'il y avait comme une proximité entre les deux. Puis, en tout cas, si j'étais responsable d'un casting à quelque part, je miserais sur ces deux-là pour une combinaison gagnante à l'écran. Et puis, j'ai un lien à faire avec Hilary puis Robin Williams. Quand on avait fait l'émission de Robin Williams, il disait que ça sonnait faux en société. Tu sais, des cocktails de soirée où tout le monde est en habit avec une coupe de champagne et tout ça, puis que tout sonnait faux. Là, tu sais, c'est tout au niveau des apparences, etc. Ben, j'ai vu un lien du même symptôme que Hilary a par rapport à la société. Fait que ça nous a permis, avec Robin et Larry, de vider notre plexus et notre cœur parce que ben c'est comme si moi aussi j'ai eu mes expériences mondaines puis ça m'a permis de vider encore plus l'espèce de résonance fausse que ça avait de ces apparences-là en société, etc. Et puis, moi, dans mon cas, ça m'avait amené à être très prudente, voire un peu méfiante, mais en tout cas, par un effet de magnétisme, nous avons pu toutes les trois arriver à le vider comme si on avait réussi à enlever les dissonances des apparences finalement, de la surface avec des gens, etc. Alors, c'est comme un malaise dans notre humanité qu'on a pu vider ensemble finalement. J'ai trouvé ça très progressiste. J'ai trouvé ça aussi réconfortant. Puis, tu sais, c'est une battante, c'est une sœur, c'est une personne qui est présente. Fait que dans son énergie d'âme, elle est aussi beaucoup comme ça, peut-être même plus qu'au niveau de sa matière humaine. Alors, j'ai été très surprise de l'évolution que j'ai pu faire. Et il y a un bon bounce entre l'âme de Robin Williams, qui est plus dans le bleu cobalt, puis la vibration de Larry. En tout cas, elle a une belle réceptivité. C'est sûrement un acteur ou un confrère qu'elle a beaucoup apprécié, qu'elle a pleuré aussi. Alors, il y a eu comme une vitesse qui a été gagnée au niveau de son chakra de la gorge à elle. Elle a été capable d'enlever ben, des trucs. Fait que ça a été très grandissant pour tout le monde. Puis ça n'a pas duré longtemps non plus. Un bel échange, peut-être de 20 minutes, mais en tout cas, un 20 minutes intense qui s'est avéré grandissant pour chacune de nos énergies. Alors voilà les retours que je voulais faire. Parfait. Ben, moi, je vais utiliser la même formule que précédemment. Donc, pour Hilary Swank, d'ailleurs, ils ont joué dans le même film, elle et Robin, dans le film Insomnie. Il y avait aussi Al Pacino, d'ailleurs. Ah, je savais pas qu'ils avaient joué ensemble, mais j'ai compris pourquoi il est venu l'aider rapidement. Merci de l'information, il la connaissait. Ah, OK. Exact. J'ai pas vu ce film-là, d'ailleurs, mais bon. Moi non plus. Sinon, elle a aussi joué avec Brittany Murphy dans le film L'Audition, Patrick Swayze dans le film 11h14, Matthew Perry dans le documentaire Birds of America, Richard Gere dans Amelia et quoi?
Meryl Streep aussi. Ah, j'ai pas noté dans quel film. Incroyable, c'est donc le fun. Il y a plein de films que je connaissais pas d'elle. Puis là, ben regarde, Patrick Swayze et tout, je savais même pas que ça avait été jusqu'à là. Je vais me former davantage parce qu'il y a une belle résonance entre l'âme jaune et la mienne. Fait que, et c'est sûr que par où elle a été, ça va me faire travailler beaucoup les mémoires. Mais ça me revient à notre invité du jour aujourd'hui, Jodie Foster. Si je brûle un peu le punch là, mais c'est une âme qui me fait travailler énormément d'espace. Ouf, elle passe dans des espaces justement où si ça lève, puis là, on voit nos mémoires en résonance avec ça. Tu sais, comme Anna et le roi, écoute, j'ai arrêté peut-être 8, 9 fois en l'écoutant parce que justement, les mémoires étaient trop fortes. Il fallait que je les vide au fur et à mesure. Ben, Hilary Swank, elle a un peu cet effet-là aussi. Ben, en tout cas, fait que, tu sais, quand tu vois que tu as des acteurs comme ça qui viennent te réveiller des mémoires comme ça, ben, quand tu écoutes un de ces films-là, faut que tu sois prêt, là. Faut que tu sois prêt à les travailler. OK, parfait. Puis, j'avais un autre tour que finalement, j'aimerais faire également sur Wayne Gretzky. Ah ouais, c'est d'actualité, mon cher ami. Vas-y. D'une part, ben là, on est en pré-enregistrement, donc en date d'aujourd'hui, il est à égalité avec Ovechkin pour le nombre de buts marqués, mais sûrement que par le temps que l'émission soit diffusée, il va avoir dépassé Wayne Gretzky. Euh, J'étais curieux de savoir comment Wayne Gretzky percevait le fait que d'autres athlètes dépassent certains de ses records. Ben, il y en a certains qui sont inatteignables, notamment pour le plus de points en carrière. Donc ça, c'était un premier volet, puis ensuite, je vais ajouter un autre volet par la suite. Ben, Wayne Gretzky, premièrement, c'est un bon joueur. Il est sports, c'est de l'expression, là. Tu sais, c'est une personne qui sait qu'il y a une longueur d'avance, mais qui est capable de reconnaître le talent autour de lui. Peut-être ça l'a coincé parce que on voit en haut de son nombril, puis à base de son plexus, il a été tordu un peu. C'est plate d'être le premier aussi longtemps, puis finalement baisser un peu. C'est plate. Tu sais, ça baisse un peu ta chance ou un genre de standing, si on peut dire. Mais même s'il trouve ça plate, il est capable de reconnaître de l'exploit de ce qui en est. Puis contrairement à Wayne Gretzky, c'est qu'Ovechkin, il n'a pas arrêté. Il continue. Fait que comme tu l'as dit, la saison n'est pas finie, ben il va continuer. Puis ce que je vois au niveau de son potentiel énergétique, à 46 il pense reprendre l'année prochaine. Fait qu'est-ce qu'il pense à une pré-retraite? Est-ce que le fait d'atteindre le record de Gretzky, il va arrêter cela? Est-ce qu'il va l'amener un petit peu plus loin? Là, je te dirais, dans sa décision aujourd'hui, je ne sais pas s'il pense à une pré-retraite ou quoi que ce soit, mais à 46 il revient à la saison prochaine. À date, là. C'est ça qu'on voit dans son énergie. Fait que au moins, Wayne Gretzky est capable je ne sais pas si tu l'as vu passer, Benoît, mais il y a une vidéo qu'il a fait, Wayne Gretzky, justement, qui félicitait les talents d'Ovechkin et puis qui félicitait également sa famille et tout. Donc, tu vois qu'il est capable d'être content de voir des exploits se réaliser à sa suite, à son influence. Puis toute l'année, là, il a été suivi. Oh, puis il est à 50 buts de Wayne Gretzky. Oh, puis il est à 30. Fait que, tu sais, ça a été toute l'année. Il a eu le temps de s'adapter, de voir qu'il était en train de se faire égaler, dans le fond, son record, là. Mais en énergie, quand je vois au niveau de son âme, ça ne le dérange pas. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il est capable d'être de franc game, là, d'être capable de le féliciter puis de le reconnaître. Mais ça n'a pas eu aucun effet sur lui. Le tordage qu'il a eu entre le nombril et le plexus, il a dû le sentir. Ça a dû le déranger quelque peu, mais pas suffisamment pour être condescendant puis passer ça sous le radar puis de ne pas le féliciter rien. Au contraire, tu sais. Puis encore là, c'est une référence, mais si tu regardes Mario Lemieux, s'il n'avait pas été autant blessé, il aurait pu arriver à même ces records-là et tout. Fait que Gretzky, il est conscient des circonstances, si on peut dire. Puis oui, même s'il était en tête de liste pour certains de ses records, il sait qu'il y avait des très, très, très bons joueurs, là, même s'ils n'ont pas réussi
à se classer aussi haut que ça. Entre autres, exemple, Mario Lemieux pour toutes ces blessures qu'il a eues, tu sais. OK. Puis, il y avait une autre chose qui m'interpellait aussi. Euh, Dans les dernières semaines, il y a eu des débats politiques au statut du Canada versus les États-Unis. Puis apparemment, Gretzky, il était peut-être, en tout cas, d'avis que le Canada, il avait peut-être pas sa place, je sais pas trop, comme pays. Puis je sais qu'une de ses statues avait été vandalisée. Donc, comment il s'est senti face à ça, Gretzky? Ben, ce que je montre, c'est que la limite entre le pouvoir et la politique peut être super mince, surtout dans son cas à lui, où son pouvoir il est allé le chercher par la reconnaissance de son talent et de sa réalisation professionnelle au niveau du hockey. Mais encore là, c'est comme si sa nationalité n'a jamais été bien définie. Il est comme plus américain que canadien. Il n'a pas été tant au Canada que ça. Puis lui, dans sa vision, ben, est devenu comme américaine. Mhm. Fait que là, s'il est capable de se trouver des compatibilités de pensée avec la ligne du président actuel, bon, c'est surprenant. C'est très surprenant, mais là, il a vu qu'il y a une limite du pouvoir que s'il franchit, ça devient électrique, puis il peut y avoir des conséquences. Puis dans ce cas-là, il est mieux de ne pas s'en mêler s'il ne veut pas se mouiller. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a une photo de lui qui a passé cette semaine qui était à côté du directeur du FBI aux États-Unis et tout. Fait qu'il gravite très proche de la sphère influence de la politique américaine. Puis là, il a comme compris que le Canada veut garder comme son énergie telle que c'est maintenant, sans compliquer. Fait que c'est ça, je te dis, il a comme joué proche de la limite, puis là, il y a eu un choc électrique, là. Fait que ça l'a saisi. Puis, en même temps, Donald Trump avait annoncé que pour remplacer Justin Trudeau, le meilleur de ses candidats que lui placerait, c'était Wayne Gretzky. Fait que, puis encore là, quand on a fait l'émission de Wayne Gretzky, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas vu, on voit que son leadership, il y a quelque chose de bloqué dans son don de gagner, etc. Donc, il y a certaines interférences qui font en sorte que oui, il est très bon, mais c'est pas le leader pour gagner quoi que ce soit, tu sais. Mais il y a un crédit politique, il y a un crédit de sa popularité qui fait en sorte que ça peut balancer. C'est sûr qu'on aurait aimé ça, avoir un Wayne Gretzky comme président du Canada, mais encore là, il y a tellement d'affaires qui auraient été chamboulées et qui auraient été bouleversées pour arriver jusque-là. Puis encore là, c'est pas convaincu qu'il aurait été un très, très bon ministre rendu là. Quand tu regardes le poids en énergie, de la capacité de Wayne Gretzky de gouverner, on voit une incarnation où il a déjà été maître d'une place, d'une ville, si on peut dire, ben, d'une partie du continent. Je ne vois pas où, mais ça touche un peu le Maroc. Et puis, mais il n'avait pas réussi à bien faire les choses de façon dharmique à cette époque-là. Fait que je vois un chef d'État plus ou moins concerné, plus ou moins compétent, plus ou moins procrastinateur, qui est plus paralysé par les menaces et les dangers. C'est pas un proactif là qui aurait pu amener le soulèvement d'une nation pour mettre fin à l'oppression ou à une rébellion quelconque, etc. Il y a encore beaucoup de résistance atteignent son progrès de pouvoir bien diriger d'une nation. Fait que c'est un pôle karmique qu'il a par rapport à cette thématique-là, qui a essayé de bouger au niveau de sa notoriété, mais c'était plus facile par le biais du sport parce que c'était juste lui qui avait à contrôler, puis son industrie aussi. Qui découlait de ses talents, il n'y avait pas à gouverner un peuple, là, tu sais. Puis encore là, diriger une équipe, c'est plus facile pour lui que une structure là, de société. Alors, bon, c'est du progrès hésitant, moi, je te dirais, parce que il est ambivalent, puis il est pas très de l'avant, il est pas dans ses fonctions de diplomate, il est pas dans son leadership, fait que c'est pour ça que ça accroche aussi, là, au niveau de la matière.
Il n'y a pas d'affaire à être Parfait. là finalement, on va te dire. Hmm. C'est bon. Parfait. Donc, moi, ça conclut les retours que je voulais faire. Excellent, enchaînons. Excellent. Parfait. Donc, tu as déjà mentionné qu'on verrait Jodie Foster. Elle va être jumelée avec Anthony Hopkins. Bon, là, je veux juste expliquer quelque chose. On les a mis ensemble pour une raison en particulier. Ce n'est pas deux personnes qui s'entendent très bien ensemble, OK? Judy est fermée par rapport à Anthony Hopkins. Alors, on les a mis ensemble pour les aider à dépasser le blocage qu'ils ont, ben, qu'elle a envers lui. Alors, je me suis dit, ça pourrait donner un contenu d'émission plus évolutif, de voir comment que les âmes peuvent réussir à évoluer puis à cheminer, si on peut dire, malgré les blocages de leur personnalité dans la matière. Parfait. Puis d'ailleurs, ben, le lien évident qu'ils ont entre eux, c'est que ils ont joué ensemble dans le film Le Silence des agneaux. Mais en lisant un peu, j'ai vu que même pendant le tournage, elle avait peur de lui. Oui, ben c'est là-dessus que je voulais aller dans la révélation énergétique, là. OK, c'est bon. Parce que sa peur est justifiée, mais elle ne la comprend pas. Elle sait pas, elle a peur de quoi. Puis moi, ben, c'est pour ça, là. Je le sais, je OK, l'ai vu. parfait. Donc, on peut commencer avec la première trame de Jodie Foster, puis tu as choisi un chant Elle chante, dans le fond, One Dream at a Time. Ben, j'ai été surprise de voir que Judy, quand elle était très jeune, elle a fait quelques chansons. J'ai trouvé ça particulier. Puis elle était vraiment très jeune. C'est pas quelque chose qu'elle a ramené beaucoup. Fait que elle, c'est la chanson que j'ai prise, c'était la plus moderne, c'est la plus vieille qu'elle était quand elle l'a faite. Ben c'est ça, c'est pas une grosse voix comme telle, là. Je comprends qu'elle n'a pas réussi comme chanteuse, mais au moins, c'est quand même harmonieux. Puis elle a eu l'audace de le faire, tu sais. Fait que il y avait pas grand-chose en passant au niveau de la danse puis du chant chez Doudi. En tout cas, j'ai trouvé ce que j'ai pu, hein. Oui, parfait. C'est donc une actrice, réalisatrice et productrice américaine qui a 61 ans et elle mesure 5 pieds 3. C'est une très belle femme, hein, même si elle a 61 ans, ça ne paraît pas. Non, tout à fait. Puis, une chose intéressante, initialement elle était nommée du nom Aïssia, puis c'est ses frères et sœurs qui la surnommaient Jodie, puis finalement ça a collé. Oui, hein, ça passe mieux, mais le haïtien, il y a une connotation plus jaune, OK? Mais elle a un fond rouge. Puis quand on y va dans le Judy, son fond rouge il est un petit peu plus fort. Mais c'est un rouge pas agressif, c'est un rouge qui est plutôt rosé, puis qui est quand même concentré. Donc, elle porte une énergie quand même douce qui a la capacité de réconcilier. Ça, c'est un don qu'elle a. Elle a l'intelligence pour ramener quelque chose de brisé en un morceau. Puis, effectivement, elle a un contact avec le jaune qui vient de son Aïcha, si je le dis bien, là, qui était plus jaune. On voyait son fond rouge-rose en arrière-plan, mais c'est comme si, avec cette vibration-là, son jaune il était plus fort. Fait qu'en changeant, en allant plus vers le Judy, elle changeait un peu comme l'effet de la fréquence de ce qu'elle portait, mais elle a quand même un coup d'aide, un support avec la famille d'âmes qui est plus jaune, mais en arrière-plan. Et puis, ce que j'ai vu dans certains aspects de sa création, elle a la capacité de se changer, pas au niveau de la couleur de son âme, mais des fois, elle est plus verte et des fois, elle est plus bleue. Donc, elle a la capacité d'aller chercher d'autres paliers d'énergie par rapport à ce qu'elle a à livrer, même si ce n'est pas des couleurs dominantes qui la soutiennent en tout temps. Donc, j'ai trouvé la capacité de pouvoir s'adapter avec d'autres familles d'âmes selon ce qu'elle a à livrer. Alors, on voit qu'elle a une autre maîtrise de son expérience spirituelle qui lui amène à avoir des privilèges et de la protection de plusieurs familles d'âmes.
Oui, parfait, merci. Ses parents, son père était un riche homme d'affaires. Par contre, ils se sont divorcés avant sa naissance, puis dans le fond, il n'a jamais été dans le décor. Ce qu'on voit dans la trame énergétique de Judy, c'est qu'il y a eu comme un stress puis une panique qui s'est installée dans sa trame inconsciente, d'où le pourquoi elle a été attirée tout le long de sa vie pour réconcilier cette partie-là, puis calmer. On voit dans la culture de son énergie là, qu'elle prend le temps de respirer, qu'elle prend le temps de s'aligner, qu'elle médite. Ça m'étonnerait pas qu'elle fasse du yoga ou de la tai chi ou quoi que ce soit, mais elle a une conscience qui est portée sur son hygiène spirituelle, justement, pour venir calmer cette trame-là qui l'a amenée en panique. Parce que ça s'est installé, justement, quand il y a eu le divorce avant sa naissance. On le voit dans son être qu'il y a quelque chose qui a changé. C'était pas que c'était prévu comme ça. Je te dirais que c'est le plan C qui est arrivé dans l'histoire, puis qu'elle a dû s'adapter, puis il y a quelque chose dans son âme qui a installé un sentiment de panique vu que c'était pas le plan A. Donc, avec ce détour-là, ben, elle a dû s'adapter, mais ça lui a amené un leitmotiv pour pouvoir le calmer puis se soigner. Donc, ça l'a quand même contribué à son évolution. Oui, parfait. Puis, elle a des origines allemandes, irlandaises et anglaises. Wow, quand même, hein? Ben, regarde, tu vois, elle a déjà plusieurs capacités, mais plus que ça, parce que quand on regarde au niveau de son don des langues, il y en a plus. C'est plus ouvert. Fait qu'elle a vraiment comme l'intelligence de pouvoir s'ouvrir puis s'adapter à plusieurs. Ben là, tantôt, je parlais de familles d'âmes, mais là, je te dirais aussi de groupes d'individus d'humains avec cette pluralité-là qu'elle a. Elle a eu comme une conscience supérieure, elle a appris à le développer puis à rentrer mieux en résonance parce que même si c'est une actrice, elle a le don de la psychologie qui est très développé. Donc, très jeune, elle était déjà en confiance, elle voyait ce qui se passait chez les gens. Donc, une grande observatrice qui était capable justement de dire, OK, oui, ça, je peux aider, ça, c'est à maturer, ça, c'est à réorganiser. Donc, elle a une personnalité responsable, si on peut dire, qui observe beaucoup, puis qui est capable, même de façon pointilleuse à un certain niveau, d'arriver à mieux recadrer. Donc, elle s'est beaucoup battue pour le respect de qui elle est, par rapport aux hommes surtout. Puis là, ça crée comme un genre de tampon qui s'est placé entre le masculin puis elle. Puis elle a comme réussi, si on peut dire, à tasser les éléments qui auraient pu la perturber grâce à son don de l'observation, qu'elle a probablement essayé de redresser, mais à l'âge quand c'est le temps, puis son observation l'amène à mûrir ses réflexions intérieures, puis à aller plus loin. Donc, c'est une progressiste. Puis, c'est tellement une progressiste qu'elle a changé la dimension du temps, si on peut dire, grâce à son éveil et ce qui fait en sorte qu'elle est capable de mieux façonner grâce à son hygiène de vie ultra performant, puis à sa grande intelligence qui l'a amené à être très sensée et à l'écoute. Donc, elle a mis un melting pot de sa sagesse et de ses ressources qui lui ont permis de transcender beaucoup de barrières, beaucoup de dualité aussi, et qui a fait cheminer la culture et la société. Alors moi, je dis un gros bravo parce que c'est une femme forte, une femme d'expérience qui a été très carrée, mais par ses choix de sagesse, ça lui a permis d'aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin et elle a tout un legs, un héritage, pas juste au niveau de ses revenus puis sa recette, mais de son intelligence. Fait que si elle prenait le temps de nous transmettre tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle a observé, tout ce qu'elle n'est pas d'accord, tout ce pourquoi qu'elle va se battre encore, ben il y a un gros monument très intéressant qui, si ça serait livré en mémoire, influencerait et aiderait des millions de personnes. Tu mentionnais qu'elle avait le don des langues. Elle a fait son secondaire en français, puis par la suite, elle a joué dans des films en français. Elle a aussi doublé sa voix quand il y avait des adaptations de projets en français. Puis même,
à un certain moment donné, il était à au Festival de Cannes. J'oublie pour quel film, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais assez improvisée, traductrice, parce que tout le reste de l'équipe était anglophone, puis ça a épaté la galerie. Ah, ben oui, ben c'était patent. Quand tu vois, tu sais, son père bourgeois, là, même s'il n'était pas dans le décor comme tel, il a apporté ce raffinement-là de s'éduquer, de s'élever, l'apprentissage, la culture, tout ça fait partie de ses valeurs intrinsèques. Fait que, ben, c'est impressionnant, quelqu'un qui parle une autre langue, là, on le sait bien. Puis là, de le voir live comme ça, pendant le feu de l'action. C'est un défi que peu de personnes auraient pu relever, mais elle, si, elle était bien et en aisance. Puis elle aime ça aussi d'amener cette culture-là, parce qu'elle a les coups des franges. Hein. C'est une personne extrêmement honnête et quand même décidée. Quoique la déception, elle a pesé un peu dessus au cours des années, mais elle a réussi haut la main de faire face à ce que la vie lui apportait. Puis ça, ben, cette détermination-là, on peut lui reconnaître une très grande force, une belle qualité. Il y a un de ses frères qui était un peu plus vieux qu'elle, qui était dans le milieu, on pourrait dire, d'acteur. Puis elle a suivi dans ses pas, pour ne pas dire le dépasser, mais dès 3 ans, elle a commencé à faire des publicités, elle était déjà en mesure de lire à cet âge-là. Donc, très tôt, elle a laissé sa marque, puis même adolescente, elle savait qu'elle voulait être réalisatrice, donc c'est pas l'ambition qui manquait, disons. Bon, quand tu as parlé de son 3 ans, j'ai vu une âme blanche qui était bien incarnée dans la peau du bébé avec un bel aura toute bleu cobalt. C'était déjà aligné, c'était déjà tracé là-dessus. Fait que tant mieux que le bleu cobalt a commencé très rapidement à la soulever au niveau de ses communications. Elle a joué dans à peu près cinquantaine d'émissions de télé, une cinquantaine de films comme actrice, une vingtaine d'autres comme réalisatrice ou productrice, puis sa fortune, c'est à peu près 100 millions. C'est au-delà de la femme d'affaires qu'elle est parce qu'elle a été très discrète, très centrée, très à son affaire. C'est pas une personne qui va s'exposer publiquement. Il y a vraiment une grande différence entre son travail puis qui elle est. Puis si elle arrive dans son qui elle est à prendre parole et position sur quelque chose, parce que là, ça touche dans ses valeurs très intrinsèques. Parce que, bon, oui, elle a un raffinement, mais elle a un aplomb aussi. Et puis, elle est en étant très transparente, quand elle pose une phrase sur quelque chose, parce que c'est comme une vérité qui est difficile d'être incontournable. Puis, c'est une battante, comme je te dis, elle a milité sur beaucoup de choses, même si ça a été comme très, très lisse au niveau de ses relations publiques, finalement. Tu sais, ça, je vous dis, elle a jamais fait de vagues, jamais rien qui est sorti. Elle est vraiment capable de faire la différence entre son travail puis qui elle est. Et c'est ce qui lui permet d'être aussi en force et aussi très fusionnée. Moi, tu sais, quand je te disais qu'elle était bébé puis qu'on voyait que l'âme était bien portée, là, qu'il y avait une belle lumière dans qui elle a eu quand même la capacité de pouvoir l'ouvrir et le développer et le garder, ça, très fort. Donc, elle a un état de présence qui est supérieur à la moyenne que des vedettes qu'on a faites antérieurement. Et pour ça, elle est très centrée, très groundée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans les recherches, Benoît, mais as-tu des informations de comment elle se centre et qu'elle se ground à ce point pour être qui elle est? Je j'avais pas ces informations-là. Je pourrais jeter un coup d'œil tout à l'heure. Euh, une chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que suite au divorce de ses parents, sa mère était en relation avec une femme et finalement, Judy, elle aussi, dans ses relations, c'était avec des femmes, puis elle s'est affichée comme homosexuelle à 45 ans. Euh, je sais pas, sa mère en relation.
comme homosexuel, c'était quand même dans les années 60, ce qui a dû être parmi les premières, en tout cas, connues. Je ne sais pas si c'était assumé ou pas. Puis comment ça a pu influencer le fait que pour Jodie, c'était un peu tardif à s'assumer. Non, elle est sortie quand elle était prête, mais quand elle a vu aussi au niveau de la société que c'était nécessaire de le faire. C'était pas un besoin de faire le coming out, mais à un moment donné, ça s'est placé pour être. Puis ça a eu des vagues, hein, je sais pas, mais si tu as l'information en matière, mais moi, ce que j'ai vu en énergie, c'est que ça a pris un temps avant que l'industrie s'adapte de son coming out. Ça, je savais pas. J'ai trouvé ça spécial, l'espèce de répercussion que ça fait un peu dans ses énergies. Mais ça, c'est parce qu'elle était devenue bien et ben, avec soi-même dans un premier temps. Puis en même temps, c'est dans l'aisance d'être. Mais dans le cas de Judy, c'est pas une lesbienne d'attirance. Je vais le tourner de bord. L'espèce de distance voilée qu'elle a avec le masculin exprime certaines blessures qui fait en sorte qu'elle se protège. C'est des voiles blancs de protection. Est-ce que ça a été à cause d'une surdéception? Est-ce que c'est parce que ça veut avoir une vie en douceur? Ça c'est là que ça se joue. En douceur, simple, tu sais, avec de l'énergie féminine, beaucoup. C'est très important au niveau des valeurs parce qu'elle a pu accomplir ce qu'elle a fait grâce à ça. Fait que c'est son mur de protection qui lui a permis d'éviter des gros karmas amoureux, des grosses déceptions, des grosses batailles, des grosses dualités. Elle aurait eu une vie beaucoup plus mouvementée et difficile si elle n'avait pas pris cette alternative-là. Alors, c'est un choix de paix, c'est un choix de simplicité. Elle a misé sur l'amour, sur la douceur, sur être. Ce qu'elle aurait eu plus de difficultés à faire avec des hommes, finalement. Il y a quelque chose de vraiment particulier qui a sûrement joué au niveau de sa relation avec les hommes, c'est que jeune adulte, elle a été victime d'harcèlement de, de certains hommes. Puis il y en a un en particulier, c'était tellement étrange qui apparemment il a, il a, euh, il a tenté d'assassiner le président, puis il dit que c'était pour impressionner Jodie Foster. Puis, en tout cas, puis elle a dit que par la suite, il y a eu un gros impact sur ses choix de ses rôles dans sa carrière. Ouais, ben, l'immensité d'expérience liée à la masculinité, c'est beaucoup. C'est très beaucoup même. Si tu regardes au niveau de l'énergie de la planète, on n'arrive même pas à aller chercher un équilibre yin-yang. L'énergie masculine, elle est dominante plus que la majorité. Puis quand tu regardes dans les expériences masculines, même si c'est une énergie dominante, il y en a peut-être 15% qui va dans la douceur et la lumière. Le restant, c'est des complications de la force, du contrôle, de l'abus de pouvoir, du danger, etc. Donc, ça devient comme un petit peu compliqué à essayer d'arriver à s'ouvrir le cœur et s'épanouir quand tu es très sensible, quand tu es très à l'écoute, puis ton énergie féminine, elle est très, très forte. Fait qu'elle, elle a vraiment utilisé l'énergie masculine pour se respecter, pour mettre sa limite, puis pour fronter là où elle devait le faire pour se respecter, entre guillemets. Puis c'est très difficile parce que, bon, ben, c'est de l'industrie, il y a beaucoup de machos, il y a beaucoup d'hommes là-dedans, beaucoup de violence aussi qui est exprimée par la culture cinématographique et tout. Alors, c'est comme si il y a tout le temps comme beaucoup de prédateurs et beaucoup de dangers, puis ça devient un peu difficile d'arriver à s'équilibrer et s'épanouir au féminin en s'ouvrant dans un monde où c'est pas nécessairement reconnu comme des valeurs d'évolution et de réalisation. Fait que si je peux me permettre de répondre à ta question autrement, c'est que les dangers qu'elle a observés par rapport à ce phénomène-là du pourcentage de masculinité qui est beaucoup plus fragile. C'est-à-dire que la rupture de l'équilibre se fait beaucoup plus rapidement. Et puis, avec
des effets de dévastation et de conséquences qui se propagent et qui sont plus durs à gérer. Donc, c'est comme je te dis, son choix d'orientation sexuelle a été vraiment basé sur le respect de soi, la lumière, le féminin. C'est aussi simple que ça. C'est plus doux, c'est plus calme, c'est plus beau, c'est plus lumineux. Il y a quelque chose de porté là-dedans qui a beaucoup moins de risques. D'accord. Euh, dans ces relations, la première significative, c'était avec une productrice, puis la relation a duré 15 ans, puis ils ont eu deux garçons, dont un qui est acteur, l'autre c'est plus dans les sciences. Puis présentement, il est en relation avec une actrice et photographe depuis 10 ans, Il même y a un une peu belle plus, alchimie. 12 ans. Il y a une belle alchimie, elle est bien être heureuse avec. Il y a une belle complicité, puis il y a beaucoup de lumière dans leur relation. Fait que c'est bizarre, hein, mais je vais te le dire, là, dans les couples qu'on a vus là, depuis les 100 dernières émissions, euh, je te dirais, c'est une des premières qui est aussi heureuse en couple de toutes nos invités qu'on a faites. Ouais, ils ont vraiment une belle complicité, il y a un beau partage, c'est simple. Il y a beaucoup d'énergie blanche entre les deux. Donc, c'est très pur, c'est très sain, c'est très... ben, à leur convenance, ça leur convient très, très bien. Elle a joué dans plusieurs films, surtout en début de carrière, dans des films de Disney. Est-ce qu'elle avait une fascination pour Disney? Oui, elle a, puis je te dirais même qu'elle aurait pu reprendre même le rôle de Mary Poppins. C'est intégré en elle, puis ça lui a fait du bien, le monde de Walt Disney. Fait que tant mieux si elle a eu la possibilité d'avoir une belle chance dans cette énergie-là. Puis tu vois, quand elle l'a fait, elle a cultivé beaucoup l'énergie du blanc. À 14 ans, elle a joué dans le film Taxi Driver un rôle de prostituée, puis c'était son premier rôle dans lequel, disons, c'était différent de qui elle était. Puis, dans ce film-là, elle joue avec Robert De Niro. Puis, il l'a pris sous son aile en voyant notamment son potentiel. Puis, il l'a beaucoup aidé pour la suite de sa carrière. Bon, c'est le fun que tu en parles parce que moi, je vois un retour ici, c'est-à-dire Robert De Niro est une jeune fille et que Jodie Foster est un monsieur un petit peu plus âgé. Et puis, justement, Jodie avait pris le temps de le transformer. C'était un orpheline qui l'avait mis sur son aile, qui l'avait adopté. Il y avait deux autres enfants en plus et qui avait transmis son savoir. Mais c'était une jeune fille beaucoup plus intelligente et son gars qu'elle avait était beaucoup moins intelligent. Puis c'est comme si elle avait il avait un plaisir à lui transmettre à sa fille plutôt, à sa fille adoptive plutôt que à ses gars. Ça fait un peu d'embrouille et de chicane. Mais c'est ça. Robert, c'était dégagé, si on peut dire, avec l'absorption facile d'apprendre les connaissances du métier. C'est un atelier, je vois comme un genre de grange en arrière. Puis là, il y a du tissage, il y a du filage, il y a du métal, il y a toutes sortes d'affaires. Ils font des produits, c'est comme transmis au niveau de la profession. Fait que c'est tant mieux s'il y a un retour d'ascenseur dans cette incarnation-ci. Mais il y a une grande chimie d'amour que Judy porte par rapport à Robert. Elle y fait confiance. C'est comme il y a une énergie de fraternité. Puis il y a certaines parties de dureté de Robert De Niro qu'elle a vues étant jeune, mais en étant comme dans un monde où tu absorbes, puis là, tu te déploies, tu connais pas trop. Bon, il y a eu plusieurs transformations à l'image de Jodie qui lui sont restées jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Puis, dans ce rôle-là, comme c'était quand même un rôle qui comportait certains traumatismes pour le personnage. Euh, Judy était accompagnée d'une travailleuse sociale, puis une de ses grandes sœurs l'a remplacée pour certaines scènes d'intimité plutôt que l'obligeait à elle-même tourner ces scènes-là.
très, très bonne idée, mais au niveau des mémoires du livre de vie de Judy, ce qu'on voit, c'est que au niveau de, elle en a fait des vies de procession, elle en a fait des incarnations où elle a été maltraitée par des hommes et tout ça. Donc, oui, c'était un nouveau rôle pour elle, puis je suis tout à fait d'accord avec la réalité, là. Mais dans son livre de vie, elle avait déjà l'expérience de tout ça. Et je vois même qu'elle a déjà été grand-mère avec une maison un peu où il y avait des abus comme ça, où finalement ça s'est viré en bordel tranquillement, vu qu'il y avait des clients qui venaient voir ses petites filles et ses filles et tout ça. Fait qu'elle a été comme un peu une gérante agressive, amère et gris aussi. Donc, elle a déjà expérimenté ça dans son livre de vie. Fait que, tu sais, d'avoir comme un contexte comme ça, c'est très tôt, hein. Je suis très d'accord, à 14 ans, c'est peut-être pas nécessaire, mais en même temps, elle a réussi à purger ces parties-là dans sa vie. On voit qu'il y a eu des libérations qui se sont faites dans certains espaces de son cœur à cette époque-là. Donc, ça lui a permis de s'unifier puis de purifier en passant dans un rôle comme ça. Mais si on pousse plus loin, je ne veux pas dérouter ta route, là, mais si on remonte au niveau du silence des agneaux, j'ai été voir, moi, parce que quand on a décidé de les mettre ensemble pour l'émission, j'ai dit, oups, il y a quelque chose qui ne passe pas. Puis j'avais été voir. Et puis, c'est une incarnation où ils se sont déjà connus, ben, Anthony Hopkins et elle, dans une espèce de joute où ça a été vraiment beaucoup de blessures de trahison, d'emprisonnement, de torture, de souffrance, de violence extrême. Et puis, il y avait une grosse culpabilité au niveau du sous-plexus. Et entre le plexus et le hara, il y a un sous-chakra qui est là, qui était encore pris dans les mémoires de Judy et c'était aussi rattaché au niveau de son inconscient. De notre côté, c'est comme si Anthony Hopkins avait touché la partie monstre, qui était vraiment très, très difficile en lui et qu'on voit que c'est calqué au niveau de ses cellules et que cette dureté-là touche aussi son système structurel. On voit qu'il y en a des gens de cette rigidité-là et c'est présent dans son énergie. Donc, la combinaison de l'expérience en arrière-matière plus le contexte du film qui est un petit peu psychédélique, là, il y a des grosses, il y a des grosses maladies mentales dans ce film-là. Mais tout ça pour dire que c'est venu toucher profondément Judy parce que elle était en résonance avec des mémoires profondes en lien avec Anthony Hopkins. Pourquoi que c'était déjà cassé avant de les mettre ensemble sur le tournage. Je vais enchaîner avec une deuxième trame que tu as choisie. C'est tiré du film Anna and the King. C'est une valse qui danse ensemble, dans le fond. Ben, Benoît, je sais pas si tu as vu ce film-là, mais moi, la soirée que je l'ai vu, je m'étais offert deux films, Anna et le roi, OK? Mais ça, c'est un Chinois omnipouvoir, là, tu sais, c'est l'empereur de la Chine. Il y a comme 12 femmes, il y a comme 58 enfants. Là, ben, il engage une institutrice anglaise qui arrive là avec sa culture, puis qui est complètement différente de ce qui se passe en Chine pour enseigner aux 58 enfants, tu sais. Fait que moi, je dis, ce film-là, j'arrêtais quasiment à tous les 20 minutes, 30 minutes, puis là, je libérais, puis je libérais. Il y a beaucoup d'espace à libérer. Et ben comme je sais pas une grande danseuse, pas grand-chose, fait que j'ai mis la valse officielle à un moment donné. L'empereur, il fait un cadeau. Il l'aime, tu sais, il est prêt à faire sa 13e épouse, là, tu sais. Puis là, ben, il fait une danse de sa culture à elle pour la séduire un peu. Et tu vois l'espèce de super bel habit, du super soirée mondaine. Tu sais, il essaie de l'impressionner, péter de la broue. Mais il y a des il y a des grosses scènes où il y a beaucoup de choses à vider dedans, là. Fait que ça fait maintenant. Je l'ai vu une fois, puis j'ai dit OK, ça me satisfait, là, j'avais fait trop de travail. Puis le film que je m'étais tapé après, c'était Le Dernier Samouraï de Tom Cruise. Fait que je suis tombée dans des tales d'asiatiques, de guerriers, de tout ça. Fait qu'en tout cas, ça a été une soirée très exténuante pour moi parce qu'il y avait beaucoup d'espace à nettoyer. Fait que ça m'a marqué comme soirée. Puis c'est deux films que probablement je vais pas revoir, mais elle était vraiment très excellente.
Vraiment, elle est extraordinaire. Mon film préféré d'elle, tant qu'à y être, je vais me prononcer tout de suite, c'est Contact. C'est le premier film que j'ai vu d'elle. Finalement, j'avais peut-être ça 17, 18 ans, je sais pas, dans ce temps-là, quand c'est sorti. Puis, j'avais reconnu, j'avais accroché sur l'innovatrice qu'elle est, là, avec cette histoire-là, qui rentre dans des multidimensions, puis là, qui a un échange avec son père qui est décédé. Les guides, les arbres, en tout cas, fait que c'est un film que j'avais beaucoup apprécié à l'époque quand c'était sorti. Puis, ça fait partie encore de mes meilleurs de elle. Toi, c'est quoi ton préféré d'elle? Moi, je dirais peut-être Maverick. D'ailleurs, euh, elle a, elle a rejoué avec Mel Gibson en tout cas, plus tard en carrière dans le film Beaver. Puis elle a dit que c'était peut-être le film, le tournage le plus compliqué ou difficile en raison des accusations contre Mel de violence conjugale et remarques racistes et sexistes. Ouais, puis tous ces problèmes d'alcool et tout ça. Ah ouais, ça amène des complications, je la comprends. Mais si tu regardes au niveau de son cœur, il y a une énergie fraternelle, il y a une grande force, ils sont connectés de cœur à cœur. Donc, elle est capable de percevoir son âme, son aide, puis d'échanger avec. Fait que c'est très fort le lien qu'ils ont. Malgré tout, là, tu sais, même s'il y a eu des problèmes d'un autre côté, euh, écoute, elle a une authenticité, c'est ça qui est, elle est bienveillante, puis elle est fraternelle et solide. C'est un problème un petit peu compter sur elle, elle va s'adapter. Elle est gentille. Je sais pas comment vous la décrire, mais en tout cas, c'est une énergie qui me correspond beaucoup. Et une chose qui était impressionnante, c'est la plus jeune actrice à gagner 2 Oscars. À 30 ans, elle avait déjà gagné 2 Oscars. Un pour son rôle dans Le Silence des agneaux, l'autre pour son rôle dans Les Accusés, puis que t'as d'ailleurs choisi comme troisième trame. Donc c'est une scène où elle danse un petit peu dans le film Les Accusés. Ouais, ben c'est ça. Elle danse un petit peu, c'était le plus que j'avais. Puis tu vois qu'elle est jeune, tu vois l'espèce de, je prends du plaisir dans un bar, puis là bon, il y a des hommes, etc. Fait que ça a été intéressant de voir le parcours de cet effet-là, mais j'ai pas vu le film en passant. Comme je te dis, je suis tombée dessus en essayant de trouver quelque chose où elle danse. Mais bon, c'est pas très exceptionnel, mais c'était ça déjà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que elle le fait bien. Elle rentre bien dans ses personnages, elle apprend bien ses textes, elle a des belles positions, puis tout ça, c'est facilité par la transition avec son âme, puis la relation qu'elle a avec elle, puis par le souci d'intégrité et de respect de soi, elle arrive tout le temps à trouver une note juste. C'est très beau. D'ailleurs, pour ce rôle-là, elle a dit que elle avait l'impression d'être mauvaise, d'être peut-être trop, trop dans le personnage, trop intense, puis finalement, elle gagne un Oscar pour son rôle. Ben, c'est des parties d'elle, hein. Tu sais, à un moment donné, c'est ça que tu puises à l'intérieur quand tu arrives à jouer comme ça. Puis, c'est des parties qu'elle avait, fait que ça lui permet de, tu vois, il y a du rose qui se met, fait qu'elle passe dedans, mais elle le pense consciemment, puis elle les réharmonise, puis elle met beaucoup de douceur dans ce qu'elle fait. Fait que tant mieux si le résultat il est surprenant. Côté santé, il y avait une anecdote curieuse. Elle a joué dans un film, j'oublie lequel, mais il y avait un lion, puis à un moment donné, elle a passé à côté du lion, puis il l'a agrippé, puis elle est restée marquée de cicatrices au niveau de son dos. C'est drôle parce que quand tu as parlé au niveau de sa santé, moi, ce que j'ai vu, c'est une défibrillation cardiaque, fait que c'était pas pantoute tout ce que le lion était. Et ce serait quelque chose d'ajusté, probablement. Son frère aussi a le même problème, fait que ça vient de la génétique. Non, je sais que à tous les jours, elle fait des exercices, push-up, jogging, tout ça, puis elle dit que ça l'aide à avoir une clarté de corps et d'esprit pour la journée. Bon, ben voilà la réponse que je te demandais tantôt. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben oui, ben c'est ça, je te dis, elle l'entretient d'une manière ou d'une autre. Fait que c'en est une, tant mieux, ça fonctionne. Elle est beaucoup très près.
beaucoup plus près de qui elle est. Comme je te dis, ça aide à amplifier ses sens. Elle est beaucoup à l'écoute. C'est vraiment le résultat, tu sais, d'une énergie féminine qui est équilibrée. C'est ça que je peux retenir de Jodie Foster. Puis c'est fun parce qu'on n'a pas de modèle très féminin. Tu sais, ce sont soit tournés vers la sexualité ou la légèreté ou c'est façonné par beaucoup d'énergie masculine, mais cela, il y a un principe d'intégrité qui est intégré dans le cœur, c'est intégré dans le codage de l'âme, puis c'était misé sur la beauté justement pour pouvoir traverser les filtres et d'arriver à descendre le message. Puis le message vient de l'intégrité et de la douceur du cœur, c'est carrément ça. Ok. On parlait un peu plus tôt de son implication avec Disney sous toutes ses formes. Un fait intéressant, elle aurait refusé le rôle de la princesse Léa dans Star Wars en raison de contrat avec Walt Disney. Sinon, elle aurait été euh, un des premiers rôles à jouer avec Harrison Ford dans ce contexte-là. Ça doit être le genre de choses que tu regrettes, hein, de passer à côté des opportunités de même. Mais ce que je regarde, elle a fermé un petit peu la porte de ce cœur, puis elle a dit c'est la vie, puis elle a continué. Fait que c'est pas sale, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de culpabilité. Puis c'est sûr que tu sais, elle ne laissait souvent passer des chances parce qu'elle était sous contrat et tout, mais ça fait partie du métier, puis elle le gère bien. Ok, parfait. Elle a aussi sa compagnie de production, Egg Picture, puis parce que ça, je mentionnais plus tôt, elle a quand même réalisé ou produit une vingtaine de films, donc c'est quand même substantiel. Côté œuvre caritative, ben, c'est beaucoup implication pour la communauté LBGTQ, pour les jeunes, pour les femmes, puis les acteurs dans le milieu du cinéma. Très ciblé, c'est bien concerné là-dessus, c'est super. Oui, c'est des causes très proches à son cœur. Elle s'est dit être athée, mais que c'est important d'enseigner aux enfants les différentes religions et que d'avoir une bonne culture et de pouvoir comprendre pourquoi la plupart des guerres ont été menées dans le fond. Ouais, ben là, tu vois, il y a beaucoup de souffrance là-dedans qu'elle a expérimenté dans le cadre de son livre de vie. Mais je vais plus loin, c'est que oui, elle est athée, oui, c'est le fun de comprendre les différences, oui, parce que là, quand t'es ignorant, ben c'est sûr que c'est des expériences qui sont plutôt difficiles à vivre. Elle a comme dépassé tout ça. Mais quand tu regardes sa lumière, tu vois qu'elle a une spiritualité à elle qui est bien concentrée. Quand tu regardes l'énergie qu'elle porte au niveau de Dieu, on voit que c'est tout illuminé puis il y a un travers. Fait qu'elle est peut-être athée de religion et de doctrine religieuse, certes, mais de notre côté, elle est beaucoup plus près de sa divinité et ça paraît, comme je te dis, dans sa lumière, dans sa structure, dans son authenticité et de l'intégrité. Puis elle sait peut-être même pas, mais c'est par son don de l'écoute, qui est si rehaussé par son énergie féminine, qu'elle arrive à synthétiser la note juste en son cœur. Fait que c'est une spiritualité appliquée, ça, qui vient de son hygiène de vie spirituelle, mais qui est peut-être pas canalisée sur une doctrine en général qui amène à la destruction et à la non-reconnaissance des valeurs qui sont prônées, comme entre autres l'amour universel et inconditionnel. Elle a compris les dangers. Comme je te dis, elle a bien cerné les choses, puis elle est arrivée à un résultat très concluant. C'est pas une personne qui a beaucoup de peur, c'est une personne qui porte beaucoup de lumière. Ouais. Moi, je vais conclure avec d'autres célébrités qu'on a vues dans d'autres émissions, avec qui elle a déjà joué. Donc, son premier rôle au cinéma, c'était dans Napoléon et Samantha, puis c'était avec Michael Douglas. Elle a aussi joué avec Martin Sheen dans La petite fille au bout du chemin, euh, avec Madonna dans Shadow and Fog, Richard Gere dans Summersby, Liam Neeson dans Nell, Matthew McConaughey dans Contact, que tu as aimé, puis Denzel Washington dans Inside Man et finalement Kate Winslet dans Carnage.
Belle complicité avec Ken Whitsett, mais il y a une certaine distance. Denzel Washington, c'est l'effet le plus gros qui est ressorti de tous les noms que tu as nommés. Très intéressant. Ben, écoute, euh, c'est une personne qui rentre bien en relation, elle est juste un peu fatiguée à un moment donné ça a été comme trop. On voit qu'elle a pris un recul puis elle a balancé, mais quand tu regardes en avant, elle n'arrêtera pas là. C'est pas, elle est sur la fin de carrière. Au contraire, elle aime beaucoup réaliser. Je te dirais peut-être plus que même jouer en avant de la caméra à ce stade-ci. Tu vois est en changement présentement de l'énergie de son cœur. Il y a beaucoup de roses qui rentrent dans son énergie de cœur est en train de démêler des choses au niveau des situations maternelles, puis elle est en train de pousser plus loin la compréhension de son histoire puis de son existence. Fait qu'elle est en transformation présentement, puis elle va continuer. Ben, écoute, je vais renverser ça moi aussi en concluant, en la remerciant. Je l'aime beaucoup d'amour. Je l'ai pas très beaucoup suivi au niveau de son œuvre. Comme je dis, il y a beaucoup de films que tu dit que j'ai pas vu. Tu sais, Summersby, je me rappelle, je l'ai pas écouté au complet. Je trouvais ça peut-être trop dramatique, trop lourd, même si t'es aimes, là, les deux acteurs. Si l'histoire elle est trop souffrante, t'embarques pas, tu sais. Comme Seigneur des Anneaux, j'ai essayé de l'écouter, mais j'ai arrêté à un moment donné, j'ai dit, ah, c'est bien trop tordu. Tu sais, j'ai essayé d'y aller vers elle, puis c'est correct qu'elle rentrait dans ces espaces-là pour les vider puis les libérer. Fait qu'en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je la bénis pour l'âme qu'elle est. Elle est très inspirante, très motivante, en tout cas, je l'aime beaucoup, je la reconnais dans qui elle est, puis ça lui donne beaucoup de pouvoir, puis ça l'aide beaucoup aussi pour ses fonctions d'aider les humains à pouvoir élever leur espace. Puis quand tu le dis au niveau de la religion, tu le dis au niveau du transport, de la culture et de la conscience, de son observation au niveau des enfants, etc. Fait que c'est comme tu vois que c'est une mère divine pour la terre, puis qu'elle est portée sa mission pour mettre fin à la souffrance. D'où pourquoi que son rouge tombe vers le rose beaucoup pour vraiment aider justement à aider la dimension matière à être beaucoup plus amour, tu sais. Fait que moi, je la reconnais dans sa sagesse et dans sa mission. Puis ben, je la bénis comme une sœur que j'admire beaucoup. Parfait. Puis moi, ce que je retiens d'elle, c'est son authenticité, puis une certaine noblesse aussi. Oui, 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 c'est un cœur noble, tu as, tout à fait raison. Ça vient de c'est très haut niveau de dignité humaine qu'on voit, en tout cas, si tu l'as pas vu, Anna et le roi, là, tu la vois, cette dignité-là, elle le porte bien dans ce rôle-là. Mais elle l'habite pleinement, puis comme je te dis, il y a toujours des parties de son âme qui transparaissent dans ce qu'elle nous livre comme perception. Donc, il y a beaucoup d'enrichissement de son expérience euh, complète, globale, totale, appelle-la comme tu veux, là. Mais tu vois qu'elle a des partages de sagesse qui sont là. Puis comme je te dis, moi, quand j'écoute un de ses films, je suis obligée de l'arrêter souvent parce que je libère mes espaces qu'elle me rehausse, qu'elle me montre, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est un très bon catalyseur pour épurer beaucoup ces histoires de vie qu'elle nous miroite, là, tu sais. Elle nous montre beaucoup de force, oui, mais il y a beaucoup de parties aussi de sa vulnérabilité qui touchent à la souffrance humaine. Alors, en tout cas, moi, je trouve que c'est un bon guide pour évoluer. Parfait, ben on la remercie, puis on peut passer à Anthony Hopkins. Oui, Anthony Hopkins, en tout cas, je vous annonce, chers téléspectateurs, radiospectateurs, auditeurs, je vous annonce à vous qui écoutez que on a pris une petite pause de 5 minutes entre Judy et Anthony. Et pendant les 5 minutes, j'ai vu une incarnation où Anthony Hopkins était le père. Et finalement, il y avait beaucoup de torture dans son mode d'éducation. Assez que la main de Judy, les doigts étaient comme tout crochis et miséreux. Fait que tout de suite, on a pu alléger cette partie-là. Et il y a une grosse peur orangée qui est sortie comme un bouchon de, de champagne, finalement, qui a popé. C'était une grosse boule orangée. Pouf! Il y a beaucoup de déceptions qui se sont libérées chez elle et chez sa mère biologique de cette incarnation aussi. Mais j'ai comme l'impression que ça avait un lien avec ses doigts croches parce qu'ils ont commencé à se redresser avec un courant jaune et orangé. Et là, c'est comme
Le codage ou la perception que l'homme est un monstre, c'est surtout quand il est supposé d'être bienveillant comme un père, là, a commencé à faire son effet. Fait que c'est vraiment des petits filaments. Ben, c'est gros comme un macaroni long, finalement. Euh, il y en avait 5 à chacun ses doigts pour redresser. Puis au niveau de sa mère, ça a aidé sa mère de cette vie-ci, mais ça a surtout joué sur la mère de cette incarnation-là, qui était souffrante et qui est décédée pendant que Judy, ben, dans cette incarnation-là, où ce que Anthony était son père, a fait une grosse partie de son éducation sans sa mère qui était décédée plus jeune. Fait que tout ça pour dire qu'il y a un de ces gros blocages qu'elle avait par rapport à la peur d'Anthony qui est sorti comme un gros bouchon, là, pouf, qui, euh, ben, orangé. Fait qu'il y a quelque chose qui a bougé dans ses énergies qui va l'aider dans son redressement, là. OK, d'accord. Comme première trame pour Anthony, tu as choisi une danse mambo italiano, puis il joue aussi du piano. Oui, ben là, c'est en deux parties parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour Anthony Hopkins aussi. Donc, je l'ai pas, j'ai vu aucune vidéo où il chantait. Mais on a appris que au niveau de la musique, ça passait bien. Puis une chance, parce que lorsqu'il joue de la musique, du piano, entre autres, il va chercher une partie très jaune de qui il est. Puis tu vois au niveau de son cœur, il y a un petit peu de blanc. Puis en arrière-fond, tu vois qu'il y a un trame rouge, mais la trame rouge n'est pas une couleur portante de son âme comme Judy peut l'avoir, fusionnée avec une belle énergie rose. C'est un rouge agressif de violence qui vient de loin. Bon, d'une autre sorte d'entité, pas comme celui de Clint Eastwood, mais une autre sorte d'entité. Si on est allé très loin au niveau d'Anthony Hopkins, j'ai vu qu'il y avait des combinaisons martiennes en lien avec la chute de l'Atlantide. Donc, ça a été un martien qui a évolué. Là, je l'ai nommé là parce que ça aurait été commencé à être compliqué. Là, je m'excuse. Je trouve qu'un martien, c'est moins compliqué que l'autre sorte d'entité du début de l'émission. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'incarnations où il a expérimenté la rudesse, la guerre, la tromperie, la désinformation. Et heureusement, le don du piano lui a permis de retrouver et de cultiver un petit peu plus sa lumière. Alors, il a été capable de dépasser certains dangers parce qu'il a réussi à cultiver sa passion. Sa passion qu'on voit qui touche la raison, mais qui a un amour pour le texte, un amour pour le jeu. Fait qu'il a quand même réussi à concentrer sa voix pour avoir plus de lumière, mais il s'est servi beaucoup de son expérience martienne pour arriver à déroger certains culte au niveau de la société, au niveau des expériences terrestres qui sont peut-être plus dominantes et portées par la souffrance, la terreur, la peur. Donc ça a été facile pour lui parce qu'il y avait un magnétisme déjà de bien placé au niveau de ses énergies, de la culture, de ses liens avec certains guides qui lui sont restés et qui ont eu un aspect dominant. Mais la peur qu'il a inculquée, est bel et bien dans son propre plexus. Donc, il a joué le rôle de la grosse misère faite aux autres, mais lui a dû se délivrer du traitement qu'on lui a fait au niveau de son enfance. Il en a mangé des coups, il en a mangé des baffes. Il en a mangé des défis difficiles qui l'y ont amené justement à se réorienter, à se questionner au niveau de ses valeurs, puis à essayer d'y aller avec le plus d'intégrité. Mais dans sa hiérarchie de guide, il est chef. Donc, ça a été difficile pour lui de commencer en sous-chef, d'apprendre un peu au niveau de la dure, puis d'arriver à transformer tout ça dans un magnifique espace de conscience. Fait que, écoute, à la base, comme je te dis, son jaune vient énormément beaucoup le protéger et l'amener à mieux s'identifier, à mieux se reconnaître comme un être divin ou de lumière, si on peut dire, mais avec toute la portée de son expérience qui n'a pas été décontaminée, qui n'a pas été épurée et qui a amené, dans le fond, à avoir des résonances
qui provenait de son enfance au niveau de son travail et de son œuvre qu'il nous a livré à travers ses fonctions d'acteur. Ben, merci. Dans le fond, lui, il a quand même été obtenu plusieurs rôles au niveau du cinéma, donc acteur, réalisateur, producteur, scénariste, puis que tu mentionnais au niveau de la musique aussi, compositeur. Il y a quand même environ fin 80 ans, 87, 88, puis il mesure 5 pieds 9. Bon, nomme-moi des films dans lesquels il a joué parce que, bon, tu sais, quand je te parlais tantôt que il était le père de la fille qui était Judy. Judy, à cette époque-là, elle mesurait 4 pieds 11, je veux juste te dire. Fait que ça, c'est une autre affaire, mais je me posais la question pendant que tu parlais, je dis, coudonc, c'est quoi mon film préféré de lui? Et je sais pas. J'ai pas vraiment beaucoup écouté de ce qu'il a livré, lui. Euh, ben, parmi les films peut-être plus connus, ben, évidemment le Silence des agneaux, il a joué dans un film de Dracula, il a joué dans un film de Chaplin, euh, Légende d'automne, Amistad, Le Masque de Zorro, quand même. Ben, disons qu'il y a 60 ans de carrière dont j'ai nommé pas tous, là. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y en a qui disent quelque chose ou pas tellement? Ben, tu sais, comme Légende d'automne, j'ai vu ça une fois, mais ce que je me rappelle de ce film-là, c'est les cheveux de Brad Pitt. Puis quand tu regardes la légende de Zorro, effectivement, ça serait lui mon coup de cœur. Mais encore là, la chimie entre Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones, il y a quelque chose, mais effectivement, il y a quelque chose qui se dégage du premier Zorro finalement, parce que c'est ça qui est, mais il joue pas longtemps comme le premier Zorro, hein. Tu vois que il se fait tuer rapidement, si je me rappelle bien, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là. Mais ça serait lui, mettons, mon préféré. Mais encore là, c'est pas lui qui a le premier rôle, là. C'est pas le personnage principal. Non, effectivement. Ben, moi, j'abonderais peut-être dans le même sens. C'est celui qui me vient le plus à l'esprit là, que j'ai aimé. Quand tu as parlé du troisième film, j'ai vu qu'il y avait une libération qui s'est faite instantanément au niveau du chakra de la gorge. Je me rappelle plus lequel, le titre, mais j'ai vu l'effet que ça a fait. Fait que il y a quand même des réflexes de libération que son âme profite là pendant qu'on en parle. Et puis ben, t'en as pas parlé encore de sa mère, mais ce que je peux te dire, c'est que le travail sur sa mère a été quand même quelque chose qui a été travaillé, même si on n'en a pas parlé pendant l'émission. Ça a été comme un genre de spirale qui est sortie du nombril, mais par la droite. Donc, ça aussi, c'est particulier. Mais c'est ça, c'est une personne qui, ce que je vois, c'est qu'il y a de la culpabilité à devenir riche. Ça, c'est quelque chose qui est particulier pour quelqu'un qui a des résonances au niveau, qui a des accointances avec certains guides martiens. Parle-nous donc de son parcours, s'il vous plaît. Ben, en fait, une chose intéressante, c'est que il a dit qu'il était peu appliqué à l'école en raison de la dyslexie. Ouais, c'est ça, je Puis voyais qu'il un TDA, genre, ouais. puis il préférait jouer du piano, dessiner, peindre plutôt que faire des choses reliées à l'école. Il dit, j'étais nul, antisocial, puis je savais pas ce que je faisais là. C'est pour ça que je suis devenu acteur. Bon, ben, c'est le fun que tu parles de son don de peindre parce que dans la dernière trame sonore qu'on a présentée pour l'émission, on voit justement sa partie peinture là, qui est couplée avec de la musique. Fait que une chance parce que je vais te dire ben franchement là, ça là, la peinture, le piano là, ça a été vraiment quelque chose qui a été vraiment un héritage de son âme parce que en vibrant le blanc et jaune comme ça lui a permis vraiment de ne pas s'aggraver, si on peut dire, dans ses origines martiennes, si on peut dire. Donc, c'est vraiment
quelque chose qui a permis de rehausser sa lumière. Fait que oui, quand tu dis qu'il se sent un peu associable, moi, je t'aurais dit, il se sent pas mal très seul. Et c'est par le biais d'être rigolo que ça a permis de changer. Ah, ben voilà, je me rappelle, le moton dans sa gorge, c'est quand tu as parlé de Charlie Chaplin. Fait que Charlie Chaplin, il a fait rire et ça a été touché dans son énergie du blanc. Donc, une énergie très bénéfique pour lui puis son évolution. Mais c'est un grand sage. Hein. Ce que je vois, c'est que dans une de ses dernières incarnations, c'était un chef autochtone qui s'occupait de la diplomatie entre plusieurs cultures autochtones et que ça passait par l'apprentissage de la guerre, évidemment. On ne tassera pas ça sera pas l'influence martienne. Mais cette partie solitaire-là, il l'avait déjà dans cette incarnation-là, où ce qui était chef indien, mais il arrivait à communiquer très bien avec les énergies de la Terre et même certaines âmes. Parce que quand tu regardes au niveau de son troisième œil, tu es capable de voir qu'il connecte avec les âmes. Puis en plus de ça, il fait partie d'un groupe secret. C'est pas une secte, c'est en énergie, un clan élite secret. Puis, il a accès à ces informations-là, à ce courant-là. Maintenant, je ne suis pas capable de voir si ça vient de cette vie-ci ou, mais son âme est encore attachée à ce club d'élite secret-là. Je vois pas lequel, là. J'aurais pu vous dire c'est franc-maçon, mais j'ai pas, je vois pas le sigle ou le logo qui pourrait l'affirmer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne très bien encore par son troisième œil qui est fonctionnel. Puis dans son troisième œil, mine de rien, il y a beaucoup de rose puis de jaune. Alors, il y a accès par le biais de ces couleurs-là à de l'information. Ce qui est particulier parce qu'habituellement, un troisième œil en santé, c'est bleu indigo. Il a été 2 ans dans le service militaire de l'armée britannique. Il a pas aimé ça, puis c'est en lien, c'est un karma qu'il avait avec le père, mais d'un autre côté, ça lui a servi parce que tout l'élément de la dureté l'a fait grandir, puis l'a amené à se nourrir d'être un homme autonome. Fait que t'as du pur, t'as du moins, mais comme je te dis, c'est particulier parce que ceux qui sont avec beaucoup de guides martiens passent beaucoup par l'expérimentation de la guerre puis de la torture pour y arriver. Fait que c'est le fun, c'est comme en remplissant comme sa lumière avec le piano puis le dessin, la peinture ou peu importe, ça lui a permis justement de rentrer dans une incarnation. Il pouvait faire l'expérience sans vraiment le faire pour vrai dans la matière. Fait qu'il passait un rôle, après ça c'est fini, et bon, ben, il y en a un autre, tu sais. Mais il a expérimenté beaucoup de choses par le biais de sa profession, ce qui l'a amené à avoir peut-être une vie un petit peu plus tranquille, puis un petit peu plus sage, parce que bon, oui, tu as l'effet spécial, t'as l'effet spéciaux au cinéma, mais rendu chez vous, tu peux revenir à une vie comme plus normale. Puis ça a été très important pour son équilibre. Puis comme je dis, on a réussi à le réchapper, entre guillemets, pour qu'il soit quand même dans une trace positive avec sa carrière d'acteur, justement, parce qu'il pouvait jouer sur les deux terrains sans nécessairement arriver à faire un désastre pour vrai dans la matière. Puis, euh, il a joué plusieurs fois dans des pièces de théâtre. Puis, un des grands acteurs, comédiens du théâtre, Laurence Olivier, lui a donné un conseil. Il a dit, le stress de performance, c'est de la vanité. Ne crains pas ce que les autres pensent de toi. Qu'importe, fais-toi confiance et lance-toi. Ouais, ben c'est un beau conseil. Il dit il a composé de la musique toute sa vie, même quand il était plus jeune aussi. Ben, ça nous amène à notre deuxième trame sonore, mon cher. C'est André Rieu qui, justement, joue la composition d'Anthony Hopkins devant lui, devant une foule. J'ai trouvé ça très particulier. Il y avait plusieurs tunes d'André Rieu sur les compositions d'Anthony. Fait que j'ai été obligée d'en choisir une, mais il y en a plusieurs. Si vous voulez voir, ces autres compositions sont accessibles, là. Le nom de la trame comme telle, ça s'appelle And the Waltz Goes On. Ouais. Sa fortune s'élève quand même à 160 millions.
Moi, ce que je vois, c'est que à un moment donné, quand il a franchi le câble la soixantaine, il a voulu y aller un petit peu plus tranquille, tu sais. Puis quand il y avait des rôles qui venaient à lui, ben, il fallait vraiment que ça vienne le chercher. Donc, entre autres, au niveau de le film avec Anthony Hopkins, là, Zorro, le masque de Zorro. Fait que oui, ben, ce que je peux te dire, c'est qu'il a appris à se pardonner puis il a appris à aimer. Quand tu regardes sa fréquence, mettons, soixantaine passée versus 60 ans avant, il a vraiment réussi à cultiver un petit peu plus sa lumière. Ça, il porte l'étoffe quand même du héros. Euh, un autre fait intéressant, en plus d'être dyslexique, il était autiste Asperger, puis il a dit que c'était un grand cadeau. Oui, parce que ça lui a permis d'avoir la paix puis de foutre tout le monde dehors pour avoir la paix. À un moment donné, tu l'assumes, puis ça faisait partie. C'était très important parce que c'est dans les caractéristiques de son âme. C'est vraiment une mesure pour avoir de la paix pour un moment donné. Il rentre dans son monde, puis que ça se calme un peu. Parce qu'il est souvent très sollicité, ce que je vois, là, puis ça y pèse. Il y a un rayon rouge pas très beau qui est placé au niveau de son cerveau. Puis à un moment donné, il est comme trop sollicité que ça l'agresse. Puis il y a beaucoup de gens qui ont demandé beaucoup d'argent. Ça aussi, il est écœuré. Fait qu'il c'est vraiment quelque chose qui le sert à se créer de l'espace puis à dégager des choses. Puis il prend pas mal de retraites où il est seul. C'est un loup solitaire. Qu'est-ce que tu as de sa vie familiale, toi? Proche, là? Il s'est marié 3 fois. Euh, Première fois, c'était avec Petrona Barker, avec qui il y a eu une fille, Abigail, qui est devenue actrice et chanteuse. Il y a aussi une longue relation avec Jennifer Layton, presque 30 ans. Puis depuis une vingtaine d'années, il est avec une antiquaire, Stella Arroyave. Bon, malgré ces trois mariages-là, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça a été difficile d'aimer. C'est difficile de pardonner aussi aux femmes. Fait que quand je te disais, c'est un loup solitaire, tu le vois dans ses énergies, qui a besoin de prendre de l'espace puis d'être dans sa bulle. Fait qu'il a dû choisir des conjointes. La première, c'était plus difficile, mais on dirait que celle d'après, il y a comme choisi en fonction d'avoir sa bulle puis d'être pas mal le loup solitaire qu'il sent, qu'il a besoin d'être, qu'il est finalement. Fait que c'est pas de l'amour, je vais te dire, ben franchement, inconditionnel, dans une belle romance, dans quelque chose de très de c'est comme si c'était pas sa priorité, ses amours, tu comprends, même si c'est une personne stable. Je le vois dans un rôle d'amiral de l'armée américaine. Je sais pas c'est quoi le film. J'ai juste vu comme il y avait un habit militaire bleu marine foncé avec des étoiles puis un peu de rouge là. Fait que c'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui a mis sa carrière puis son temps avant ses défis amoureux, si on peut dire. Ben, lui-même, il dit j'ai ni été un bon père, ni un bon mari. Ouais, ben c'est quand tu mets pas ta famille en avant-plan, c'est un peu ce que ça fait. Non, ben c'est ça, je te dis, il n'y a pas d'amour. Puis ça m'étonne pas, comme je te dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de guides martiens. Fait que les martiens, ils sont pas dans l'amour, ils ont beaucoup d'atrophie au niveau du cœur, mais il a été capable d'être stable malgré tout, puis d'essayer. Fait que, mais c'est ça fait pas des super maris, là, c'est sûr. Il y a, ben, en fait, apparemment, ça fait juste une dizaine d'années qu'il a été diagnostiqué comme autiste, donc peut-être que il a pu s'ajuster depuis ce temps-là, puis peut-être ça va un petit peu mieux à différents Non, ça l'a niveaux. calmé. Tu sais, le fait de savoir commenter, de mettre un mot là-dessus, tu comprends? Ça l'a calmé, puis ça lui a amené de mieux s'accepter. Parce qu'avant, il coupait, puis il était plus capable, puis il voulait sa bulle, mais il était pas nécessairement en mesure de faire le lien sur c'est quoi qui fait ça chez lui. Fait que c'est ça, je te dis, quand il y a eu le diagnostic, il s'est calmé, il a mieux accepté, puis c'est légèrement amélioré parce que il est capable de se féliciter. Il est aussi sobre depuis 50 ans.
Ça, c'est un beau cadeau qui s'est fait. Ouais. Parce que avant, là, le 50 ans, quand tu as dit il est sobre, avant, c'était rouge avec des taches noires. Fait que c'était pas beau. C'était vraiment pas beau. Fait intéressant, il a gagné 2 Oscars, puis tandis que pour Jodie, elle, c'était la plus jeune à gagner 2 Oscars. Lui, c'est le plus vieux à gagner un Oscar à 83 ans euh, dans un film en 2020. C'est spécial, hein, parce que là, il est dans la catégorie, là, il y avait Gene Hackman, il y avait Clint Eastwood, il y avait Sean Connery. C'est tous des acteurs de la même benne, là, tu sais, de la même gang. Puis, c'est pas facile parce que si tu regardes, le choix naturel va aller ailleurs. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit, ah, lui, c'est vraiment mon acteur préféré, tu sais. Fait que tu fais une année, tu fais 60 années de carrière dans une profession, puis tu sais, tu gagnes des prix et tout, mais c'est pas toi qui choisis dans les favoris de quelqu'un, tu sais. C'est probablement la nature de ses rôles avec des accointances martiennes, je leur passe dessus, qui fait en sorte que ça crée peut-être des frictions tu sais, chez certaines personnes, là. Mais je sais pas, toi, as-tu connu quelqu'un qui c'était son acteur préféré? Euh, pas à ma Non, connaissance. c'est ça, hein. C'est pas facile de faire, tu sais, toute une carrière en ayant des rôles difficiles ou ce que c'est pas des personnages qui sont aimés, même s'il est en quelque sorte un héros en qui il est, là, puis que il a dominé certaines de ses dépendances et de ses monstres intérieurs. Mais tu sais, c'est ça, ça fait partie des personnes qui sont rigides, solides dans qui ils sont, mais pas faciles à composer avec certains de leurs éléments, tu sais. J'étais curieux de savoir, euh, Anthony Hopkins, il a gagné un Oscar pour son rôle dans Le Seigneur des Anneaux, des Agneaux, pardon, Le Seigneur des Anneaux. Puis Jodie Foster comme meilleure actrice. Le film a aussi gagné comme meilleur film, meilleur scénario. Est-ce que les deux, considérant qu'il y avait des tensions, un malaise entre les deux, est-ce qu'ils ont chacun pu performer en dépit de ces tensions-là ou ça les a aidés à se dépasser? Je dirais que ça a eu quelque chose de très difficile parce qu'il y a vraiment eu un mouvement de fermeture au niveau des énergies de Judy. Puis Anthony il est vraiment rentré dans son rôle, fait que ça fait une confrontation, mais en même temps c'était idéal pour le scénario de l'histoire, fait que ça a fait l'effet, tu sais, ça a fait l'effet voulu. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, quand même. Puis, euh, j'ai mentionné la troisième trame que tu as choisie, c'est une compilation dans lesquelles il joue différents morceaux de piano, dans le fond. Oui, ouais, c'est ça. Il danse pas au-delà du Mambo Number 5 dans la première, là, j'ai pas trouvé de grandes scènes comme telles où ce qu'il dansait. Fait que c'est un petit peu pareil les trois tunes, mais ils ont quand même du Anthony, là. Fait que il y a l'authenticité de son talent, c'est sûr. Comme œuvre caritative, il est beaucoup impliqué pour la protection de l'environnement, notamment des parcs nationaux dans son coin de pays. Lui, il vient du pays de Galles, donc il a été impliqué dans Greenpeace aussi. Beaucoup pour les jeunes, les femmes, personnes avec dépendance, puis les acteurs et les institutions de théâtre et cinéma. Là, j'ai une grosse pression sur la tête. Il a mis beaucoup d'argent pour ces causes environnementales, là. Puis j'ai regardé, ça vient comme remplacer. Parce que
ceux qui ont beaucoup de guides martiens, il y a un gros karma au niveau de la Terre, beaucoup de guerres, entre autres, mais incluant la chute de l'Atlantide. Puis, tu vois, le fait de se préoccuper beaucoup de l'environnement, c'est une manière de racheter toutes les destructions antérieures à plusieurs niveaux. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait un retour, il y avait un balancier au niveau de la justice par rapport à cette cause-là. Puis, tu sais, quand tu as parlé de ses causes, j'ai vu comme son portefeuille avec beaucoup d'argent dedans. Fait qu'il met beaucoup de ses ressources dans ses causes. Fait que j'ai trouvé ça bien. Puis là, tu as parlé du Pays de Galles. J'ai failli rire. Hein? Nous, notre préféré du Pays de Galles, c'est Perceval dans Camelot. Ah! Fait que non, ça, c'est le fun. Je savais pas qu'il venait du Pays de Galles. Fait que je suis contente là-dessus. Puis, mais il y a quelque chose, quand il est à l'étranger, il y a un effet de la mer qu'il calme beaucoup comme un beau verre de mer. Fait que, d'après moi, il doit prendre le temps de se ressourcer parce que ça le calme puis ça le met en paix. Et il y a beaucoup de sottises. Il trouve beaucoup des gens idiots. Fait que ça aussi, ça, c'est quelque chose qui purifie beaucoup avec l'énergie du verre pâle, du verre à quoi, si on peut dire. Fait que ça le transforme beaucoup. Quand il va sur le bord de la mer, là, il y a des grandes, grandes transformations énergétiques. Ça le rend plus heureux, ça le rend mieux. Fait que c'est important pour lui de bien se ressourcer. Fait que, en tout cas, moi, je trouve, là, si on peut conclure comme ça, là, je trouve que c'est un martien intéressant. C'est Il y c'est a, vraiment, on apprend, tu sais, c'est fascinant un peu de voir l'évolution des Martiens, comment ils se rattrapent, comment ils évoluent, comment ils veulent guérir et tout, comment ils gèrent leur espace. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris avec la lecture d'Anthony aujourd'hui. Apparemment, il a perdu sa maison dans les feux de Californie des derniers mois, puis il a dit, dans le fond, la seule chose que nous apportons avec nous, c'est l'amour que nous donnons. Très intéressant. C'est ça, je te dis, c'est quand que le martien évolue puis qu'il arrive jusque-là, il a vraiment réussi à comprendre des choses, puis à renverser bien des affaires. Fait que il reste plus vraiment beaucoup d'échecs sur son plan de vie. Puis quand tu as dit il a perdu sa maison, moi ce que j'ai vu, il s'en est foutu puis il a laissé aller. Fait que tant mieux s'il est revenu à la sagesse même de ce qui compte pour vrai. Puis tant mieux si ça y a pris ça pour arriver à comprendre ça. Parce que là, on est rendu sur le tard un peu, là. Mais c'est ça, je te dis, c'est un martien qui a réussi à comprendre et à évoluer, puis à régler certaines choses. Puis, si tu vois, il y avait un karma au niveau de l'obéissance. C'est ça qui est venu fracturer très jeune. J'ai vu une incarnation où il priait beaucoup. Il était dans une énergie jaune dans son âme à cette époque-là. Un homme spirituel qui prenait beaucoup de temps à prier. Fait qu'il avait déjà commencé à récupérer un petit peu de ces expériences-là. OK. Il y a à peu près 60 ans de carrière, cinéma, télé, théâtre, donc je ferai pas la liste de toutes les célébrités avec qui il a joué. Je vais juste relever avec Morgan Freeman qui a dit avoir appris le calme comme acteur de Anthony Hopkins. Il y a ça, plus ils ont réglé une vieille blessure de trahison à travers leur projet commun. Ça, c'est particulier. Ça s'est fait dans l'énergie du vert et du blanc. Donc, ils ont réussi à enlever une espèce de couteau qu'il y avait entre les deux. Fait que ça a été assez stimulant, puis en même temps, ils ont réglé une dette karmique. Fait que c'est très bien. Tant mieux. Parfait. Donc, moi, ça conclut ce que j'avais sur Anthony. Ouais, ben on va le bénir. Merci beaucoup, chère équipe. Merci, Benoît. Merci, chers auditeurs, pour l'expérience. Merci pour une autre belle émission. Merci de ton partenariat, Julie. C'est toujours très agréable. Puis, on, on remercie les auditeurs, auditrices. Puis, on vous donne rendez-vous pour une autre émission dans une semaine. Soyez bénis. Namasté. Au revoir.